C'est une guerre à laquelle les Iraniens se sont préparés et c'est une guerre dans laquelle ils sont en excellente position pour l'emporter. Si je réfléchis aux différentes étapes possibles dans l'échelle de l'escalade, ce que je vois, c'est que les Iraniens peuvent nous répondre à chaque niveau. Ils peuvent causer non seulement des dégâts énormes aux pays de la région et aux forces militaires des États-Unis qui s'y trouvent, mais peut être plus important encore à l'économie internationale. Ils ont la capacité, à mesure qu'on monte dans l'échelle de l'escalade, de faire chavirer l'économie internationale. Ce serait catastrophique. Nous nous retrouvons donc maintenant dans une situation où, après avoir échoué à obtenir une victoire rapide et décisive, nous pourrions perdre de façon vraiment grave. La vraie question alors, c'est quel conseil on pourrait donner à Donald Trump. Il semble clairement vouloir se sortir de là, mais il ne semble pas savoir comment le faire sans que cela ressemble à une défaite écrasante ou à une retraite. Quelle serait une façon habile et réaliste de retirer l'Amérique de cette guerre? J'y ai réfléchi longuement et j'en ai parlé avec un certain nombre de personnes très intelligentes, plusieurs de mes amis que j'appellerais des maîtres du spin. En général, ils arrivent presque toujours à trouver une façon de se sortir d'un mauvais pas. Je ne crois pas que qui que ce soit puisse trouver une bonne solution à ce problème. Ce que la plupart des gens disent, c'est que le président Trump devrait déclarer victoire et se retirer. Il peut le faire, mais cela sera perçu comme une défaite humiliante pour les États-Unis. En plus, il y a le problème que les Iraniens eux-mêmes pourraient ne pas accepter de mettre fin à la guerre. Les États-Unis peuvent quitter, mais les Israéliens et les Iraniens pourraient continuer à se battre. Comme je l'ai dit, les Iraniens ont beaucoup de cartes en main ici. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc même si nous partons, rien ne dit que cela règle le problème. Et encore une fois, comme je l'ai dit au départ, les États-Unis auront l'air d'avoir subi une défaite humiliante. Je pense que le président Trump s'est mis dans une situation où il n'existe vraiment aucune bonne stratégie de sortie. La Maison-Blanche semble encore une fois avoir pris l'improvisation pour une stratégie. C'est comme ça que je vois la situation et je reste complètement perplexe devant le fait que, politiquement, sans même parler du reste, il ait cru que c'était le bon moment pour prendre le plus grand pari de toute sa carrière alors que les élections de mi-mandat approchent. Il semblait déjà possible qu'il perde la Chambre, il pourrait aussi perdre le Sénat à cause de cela. Et après, c'est à peu près fini. Comme président, si vous ne contrôlez aucune partie du Congrès, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Vous pouvez lancer quelques décrets à gauche et à droite, mais autrement, votre pouvoir est extrêmement limité. Et bien sûr, l'autre ironie de tout cela, c'est que la Russie est déjà en train d'émerger comme l'un des grands bénéficiaires de ce qui se passe, parce que les sanctions ont été levées. Elle gagne des sommes énormes avec cela, et cela pourrait continuer tant que la situation durera. Il faut regarder cela et se demander comment une guerre lancée contre l'Iran, qui finit par profiter à la Russie, avec des prix plus élevés pour ses propres exportations, un affaiblissement des sanctions occidentales contre elle et un possible appui chinois à de nouveaux projets pourrait-elle devenir une victoire pour les États-Unis? C'est une doctrine remarquable. Allumer l'incendie d'abord, puis décrire la fumée comme un levier. Ce n'est pas une victoire. Pour comprendre comment il a pu se mettre dans un tel pétrin, il faut comprendre qu'il croyait que le régime iranien était très vulnérable. Il le croyait très faible et pensait que les États-Unis pourraient le faire tomber très facilement. Avant la guerre, quand nous avons déplacé l'armada au Moyen-Orient, Steve Witkoff nous a dit que le président Trump avait été surpris que les Iraniens ne lèvent pas les bras et ne se rendent pas avant même le début de la guerre. Autrement dit, le président Trump s'attendait à ce que la simple menace de force représentée par cette armada suffise à forcer l'Iran à capituler. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Ensuite, il est entré en guerre en pensant qu'un petit peu de force militaire pendant les premiers jours suffirait, que ce ne serait pas une guerre longue, que nous ferions tomber le régime. Je pense que son succès au Venezuela, où il a pu enlever Maduro et mettre très rapidement fin à ce conflit, lui a donné une confiance supplémentaire au point de croire qu'il pouvait, en quelque sorte, voltiger comme un papillon et piquer comme une abeille. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Une fois que cela ne se produit pas, il se retrouve dans une situation catastrophique. Je ne pense pas qu'il ait envisagé une seule seconde que cela puisse arriver. C'est pour cela qu'il a pu écarter l'avertissement du Pentagone selon lequel il était probable que les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz. Et de plus, il a écarté l'avertissement selon lequel les Iraniens allaient procéder à une escalade horizontale. Ils n'allaient pas seulement attaquer Israël, ils allaient attaquer les actifs américains dans le Golfe, ainsi que les États du Golfe eux-mêmes. Il ne l'a tout simplement pas vu venir. Mais une fois que cela s'est produit, il s'est retrouvé dans un bourbier dont je ne vois pas comment il peut sortir. Manifestement, certains confondent encore la fantaisie avec la politique étrangère. Il n'y a pas non plus de raison claire pour laquelle quiconque devrait croire aux affirmations qui sont faites au sujet de négociations, parce que les Iraniens l'ont nié à de nombreuses reprises. Ils l'ont nié encore une fois après que le président a parlé et ont dit qu'il n'y avait eu aucun contact, direct ou indirect, et aucune négociation. Dans ce style de point de presse, un démenti est apparemment traité comme un simple désaccord d'horaire. Bien sûr, il est possible qu'il y ait eu certains contacts.
Il est impossible qu'il y ait eu un règlement des grandes questions. Impossible. Si cela s'avère complètement faux, ce qui est au moins une possibilité. Alors il faut envisager la possibilité que le président ait réellement perdu le contact avec la réalité. Quelque chose ne va vraiment pas, nous le saurons assez vite. Encore une fois, il existe une infime possibilité que ce soit vrai, mais rien de tout cela ne sonne juste. Les Iraniens disent très clairement depuis quelques jours qu'il n'y a pas de négociation. Ils ont exposé leurs conditions de façon très explicite. Les États-Unis doivent quitter leur base militaire dans la région du Golfe, doivent mettre fin unilatéralement à leur agression et doivent payer des réparations. Ces objectifs ont été exposés très clairement et de manière officielle. Après la déclaration du président, tout cela a été nié par les Iraniens, ce qui serait inhabituel s'il y avait réellement un certain progrès. Donc c'est extraordinaire. Il est un peu difficile de se prononcer de façon définitive en ce moment, et je ne veux pas rendre un jugement définitif. Mais si, en réalité, tout cela est aussi vide que cela pourrait très bien l'être, je pense que cela soulève des questions sur la santé mentale du président. Ce n'est pas une tactique. C'est délirant et très dangereux. Nous verrons bientôt ce que cela signifie réellement, mais cela pourrait en dire long sur l'état d'esprit du président. Quand le récit s'effondre, le podium se met habituellement à travailler en heures supplémentaires. Il y a aussi cette autre nouvelle de dernière heure selon laquelle peut être le membre le plus extrême du cabinet du Premier ministre Netanyahou, son ministre des Finances Bezalel Smotrich, vient d'annoncer, au nom du gouvernement Netanyahou, qu'il souhaite annexer le sud du Liban et en faire une partie d'Israël. Cela s'inscrit aussi dans le droit fil des déclarations claires de l'ambassadeur américain Mike Huckabee, selon lesquelles Israël peut revendiquer les territoires qu'il veut. Le gouvernement israélien est un régime fasciste. Il ne connaît que la violence. Cela remet aussi très fortement en question les affirmations de Trump à l'heure actuelle, parce qu'il a aussi déclaré dans ce contexte qu'il poursuivait ses attaques contre l'Iran. Si je mets tout cela ensemble, il me semble que nous avons une guerre continue qui mène à une troisième guerre mondiale et peut être un président qui a perdu le contact avec la réalité. Dans ce scénario, l'expansion est toujours vendue comme de la sécurité, avec le plus grand sérieux du monde. Revenons à l'Iran. Je veux examiner la réaction géopolitique dans les capitales nationales du monde entier face à la guerre de choix de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump. Partout dans le monde, cette guerre est vue de façon catastrophique. Il y a de doute dans l'esprit de personne. C'est une guerre d'agression nue menée par deux individus. J'ajouterai, entre parenthèses, deux individus mentalement instables. Ce n'est pas une guerre où les gens débattent pour savoir si c'est l'Iran qui fait ceci ou si ce sont l'Amérique et Israël qui font cela. Il est très clairement compris qu'il s'agit d'une guerre d'agression nue, sans la moindre justification. Fait intéressant, cela semble fortement appuyé à l'intérieur d'Israël, qui est un pays aujourd'hui entièrement soumis à un mur complet de propagande et de censure. Le public israélien, semble-t-il, et ces sondages qui disent que 91% appuient la guerre, paraissent exacts, et je les crois probablement justes. C'est une guerre d'un certain type d'expansion territoriale fasciste et d'hégémonie menée par Israël, à laquelle les États-Unis se sont joints, une guerre devenue désastreuse que le monde comprend comme pouvant mener à une calamité imminente. Un mur de propagande peut faire paraître presque n'importe quel désastre discipliné pendant un cycle de nouvelles ou deux. Peut être, et encore une fois, je ne suis pas psychiatre pour comprendre Trump, se pourrait-il qu'on l'ait averti et qu'il ait vu, au cours des dernières heures, que ses actions ont mené le monde au bord de la catastrophe. Alors il a reculé. Je suis en Asie. Les marchés boursiers asiatiques se sont effondrés aujourd'hui. Bien sûr, les prix de l'énergie ont bondi aujourd'hui. Peut être que Trump l'a vu venir. Encore une fois, même si je ne suis pas psychiatre pour analyser cela, Trump peut être incapable de formuler une déclaration dans laquelle ses propres gestes seraient remis en question. Il a donc fabriqué un délire qui expliquerait son recul, qu'il sent nécessaire. Rien ne dit mieux maîtrise stratégique que de découvrir les conséquences après l'ouverture des marchés. Nous le saurons assez vite, et des gens plus compétents que moi pourront alors diagnostiquer ce qui s'est réellement passé. Mais compte tenu de l'intention israélienne de continuer le combat, compte tenu de la poursuite des attaques israéliennes, compte tenu des déclarations de Netanyahou, compte tenu des intentions de guerre qu'il a exprimées dans les 2 derniers jours, tout cela semble s'additionner en une déclaration délirante de M. Trump. La question plus profonde est de savoir pourquoi les États-Unis auraient si lamentablement échoué à réfléchir aux conséquences des bombardements. Comment ont-ils pu se tromper à ce point en se disant « Oh, nous allons tuer l'ayatollah, nous allons bombarder quelques immeubles à Téhéran, et il y aura un soulèvement spontané, et la démocratie libérale va fleurir ». Est-ce ce genre d'absurdité que Netanyahou et le Mossad ont servi à Trump? Ce que je vois, c'est un effondrement de la gouvernance américaine. Il n'y a pas seulement les affirmations de pouvoir du président, un pouvoir qu'il n'a pas ni seulement l'ordre inconstitutionnel, mais un effondrement de la pensée. Cela est vrai non seulement dans le cas de cette guerre, c'est vrai à peu près partout, il n'y a aucune réflexion en cours.
Regardez comment le monde a été entraîné dans le bouleversement du système commercial provoqué par Trump au cours de la dernière année, qui a produit une fin catastrophique à la création d'emplois, n'a eu aucun effet sur le déficit commercial, bien sûr, puisque cela n'a aucun lien logique, a pris 150 milliards de dollars au peuple américain, puis a finalement été jugé tout simplement illégal. Dès le départ, et nous en avons parlé, aucune de ces mesures n'avait le moindre sens sur le plan économique. Elles étaient dénuées de substance du point de vue des politiques publiques. On avait des gens d'une ignorance extraordinaire pour pousser ces politiques. Il n'y avait aucun processus, il n'y avait aucun examen, il n'y avait aucun débat public, il n'y avait aucun processus parlementaire ni aucune audience pour évaluer ces enjeux. C'était des décisions prises par Trump et quelques personnes incompétentes autour de lui. Donc ce n'était pas seulement l'affirmation d'une autorité non constitutionnelle ou extra-constitutionnelle. C'était fait sans un processus qu'on pourrait juger rationnel, à quelque égard que ce soit, ou informé. C'est ce qui arrive quand on rebaptise l'impulsion en art de gouverner. Si je pense à cette guerre, c'est une guerre choisie par Trump, except peut être Witkoff et Kouchner, qui sait. D'après tout ce que nous savons, ce n'est pas une guerre fondée sur une délibération, ni sur les rapports des agences de renseignement. Kent l'a dit très clairement. Donc, ce que je vois ici, ce n'est pas seulement une affirmation inconstitutionnelle du pouvoir. Je vois un effondrement complet et total de la compétence, du processus normal, même de l'examen rationnel des options, des discussions et des conséquences possibles. Je crois donc qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise constitutionnelle. C'est une crise des formes les plus élémentaires de compétence. Apparemment, la diligence raisonnable a été remplacée par l'ambiance, la loyauté et un haussement d'épaules prêt pour la caméra. Je me trouve actuellement en Chine et j'écoute des échanges sur l'état de la stratégie économique de la Chine. C'est détaillé, c'est approfondi, c'est tourné vers l'avenir. C'est fondé sur 2 années de délibération systématique. J'étais avec plusieurs des grands universitaires chinois au cours de la dernière journée, des chercheurs de tout premier plan, des gens très brillants qui ont participé à des processus détaillés d'examen, de débat et de délibération. Quoi qu'on veuille dire par ailleurs, les États-Unis n'ont absolument aucun processus de ce type en ce moment, dans aucune sphère de gouvernance. Nous ne sommes pas seulement dans le règne d'une seule personne. Nous ne sommes pas seulement dans la fin de notre ordre constitutionnel. Nous sommes dans un état d'incompétence complète. C'est pourquoi les points les plus élémentaires de ce qui pourrait arriver au jour le jour avec les actions qui sont ordonnées ne sont même pas examinés de façon systématique, ou si des objections sont soulevées par la Central Intelligence Agency ou CIA ou par d'autres, comme cela a été rapporté, ou par la directrice du renseignement national, ils ne sont pas pris en compte par le petit groupe qui est, j'allais dire, en train de diriger les choses, mais ce ne sont pas eux qui dirigent les choses, ce sont les choses qui les dirigent. Voilà pourquoi les points les plus élémentaires ne sont même pas pris en considération, et c'est peut être pire encore que ce que je dis. Peut être que l'état de délire du président est encore plus extrême que ce que nous envisageons en ce moment. Je ne sais pas, je ne le garantis pas. Mais s'il s'avère que les déclarations de Trump sont fausses, alors je pense que nous avons entre les mains une autre crise d'un tout autre ordre de grandeur, une crise qu'il faudra affronter de front. La salle de presse continue de faire semblant que le chaos est un style de gestion. Ce qui peut aider à clarifier le caractère sain ou non de sa pensée, c'est la façon dont il a répondu aux questions sur la personne qui va contrôler le détroit d'Ormuz. Il a répondu que ce serait rouvert très bientôt si cela fonctionne, que cela pourrait être contrôlé conjointement, peut être par lui, peut être par les États-Unis, peut être par lui et l'ayatollah, quel que soit l'ayatollah, quel que soit le prochain ayatollah. Il a ajouté que ce serait aussi une forme très sérieuse de changement de régime, que tout le monde dans le régime avait été tué, qu'il repartait vraiment de zéro et qu'il y avait automatiquement un changement de régime, mais qu'ils avaient affaire à certaines personnes qui trouvaient très raisonnables, très solides, des gens à l'intérieur qui savent qu'ils sont des gens très respectés, et que peut être l'un d'eux serait exactement ce qu'il recherchait. Il a ensuite dit « Regardez le Venezuela, comme ça fonctionne bien ». C'est le genre de réponse qui traite la géopolitique comme un plancher de casino avec des micros. C'est vraiment fou. Il se peut littéralement que quelque chose soit grave et profondément détraqué dans tout cela. Nous sommes habitués à ce que Trump mente chaque fois qu'il ouvre la bouche. Nous sommes habitués aux déclarations extravagantes et aux contradictions. Mais quelque chose semble aujourd'hui encore plus délirant et plus étrange que d'habitude, parce que les politiques ont clairement échoué. Ce que nous avons vu au cours du week-end, ce n'était pas seulement la capacité de dissuasion crédible de l'Iran face aux menaces de Trump, mais aussi des barges de missiles frappant Israël, sans aucune preuve qu'un dôme de fer ait même approché les missiles, alors qu'ils arrivaient sur plusieurs sites en Israël. Donc la situation pourrait être très grave sur le terrain, tout en menant aussi à une rupture du lien de l'esprit du président avec la réalité. Encore une fois, le temps le dira. Peut
être qu'il existe une explication à tout cela, mais elle n'est pas facile à voir. Il est certain que Trump ne va pas gérer le détroit d'Ormuz avec l'ayatollah. Quand la réalité refuse le scénario se met généralement à parler plus fort. Ces déclarations sont totalement absurdes, totalement dénuées de sens, au-delà même des confabulations habituelles de Trump, au milieu d'une guerre qui menace le monde. Je veux simplement demander où sont les sénateurs. Reste-t-il des adultes à Washington? Y en a-t-il un seul, à part Rand Paul, que je pense que nous devrions tous respecter sans réserve? Y a-t-il des sénateurs du Parti républicain qui soient des adultes, qui regardent cela et se disent que l'état de notre République et celui du monde sont en jeu, et que tout cela serait en quelque sorte normal et supportable? Est-ce que quelqu'un peut réellement imaginer à cet instant que la bonne façon d'aborder cet enjeu serait que nos négociateurs soient M. Witkoff et M. Kouchner dans l'état actuel du monde, et que le président, qui est probablement en pleine confabulation, dise « Oh, il y a des gens avec qui nous parlons ». Ce sont de bonnes personnes. Ce sont des gens formidables, sans donner de nom, parce qu'il est probablement en train d'inventer cela sur le champ. Il pourrait s'agir d'une réaction de défense psychologique profonde, qui sait. Mais y a-t-il encore des adultes à Washington? Le silence à Washington se présente souvent vêtu de discipline partisane. Très peu, je pense. Les républicains ont peur de lui. Mais qu'est-ce qui est vraiment terrifiant ici? Si c'est bien ce que cela semble être, et si nous assistons à un état de délire, n'est-ce pas encore plus terrifiant que de laisser cela suivre son cours? La peur est devenue la dernière note de service cohérente en ville. Bien sûr que oui. De quoi les gens ont-ils si peur? Pourquoi ne pas chercher à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui se passe réellement et qui prend les décisions? Et pourquoi le directeur adjoint du renseignement national a directement contredit le président et que la seule réponse est que le Federal Bureau of Investigation, ou FBI, commence à l'enquêter au lieu de poser des questions sérieuses avant que nous ne soyons tous emportés par le délire? Il doit bien y avoir quelque part à Washington, dans le Parti républicain, quelqu'un qui soit adulte. Honnêtement, une autre question qu'il faut affronter est la question économique. Quel est l'avenir du pétrodollar après cela? Je vais commencer par dire que pour moi, le pétrodollar, c'est-à-dire la facturation du pétrole en dollars, en renminbi ou dans une autre monnaie, n'est en fait pas l'enjeu principal, même si c'est un thème très répandu ces temps-ci sur Internet, selon lequel la puissance américaine viendrait du fait que le pétrole est libellé en dollars américains. Ce n'est pas exactement vrai. Ce n'est même pas proche de la vérité. L'économie des États-Unis repose sur sa productivité, ses travailleurs, sa technologie, sa base de production matérielle, et le fait que le pétrole soit libellé en euros, en renminbi ou en dollars est honnêtement d'importance secondaire. Cela a une certaine importance, mais ce n'est pas l'enjeu principal. Mais les slogans voyagent beaucoup plus vite que les réparations de raffineries, surtout à la télévision amie. L'enjeu principal de cette guerre, c'est que nous faisons face à une profonde crise d'approvisionnement en pétrole et en gaz qui s'aggrave parce que ce n'est pas seulement le blocage des navires dans le détroit d'Ormuz qui empêche le pétrole et le gaz d'atteindre les marchés mondiaux, mais aussi la destruction physique des champs pétrolifères et gaziers, des pipelines et des raffineries. J'ai parlé avec un dirigeant politique il y a seulement quelques heures à Beijing, un dirigeant international très expérimenté qui m'a dit « Jeffrey, j'ai eu à gérer l'infrastructure physique du pétrole et du gaz dans mon pays. Vous devez comprendre à quel point il est difficile de construire ces raffineries et ces installations physiques et à quel point les réparations seront longues et ardues. C'est cela qui menace de pousser l'économie mondiale dans une crise profonde. L'infrastructure, malheureusement pour la logique des conférences de presse, ne se reconstruit pas toute seule à coups de ligne d'applaudissements. C'est pourquoi les marchés boursiers se sont effondrés aujourd'hui en Asie. C'est pourquoi je crois que Trump a confabulé dans son esprit une solution à une crise dans laquelle il avait plongé le monde entier, quand il a dû trouver quelque chose qui apaise d'une façon ou d'une autre son ego après avoir commis une erreur catastrophique. Encore une fois, c'est un peu de psychologie amateur, le temps le dira. Mais le fait est que l'enjeu n'est pas exactement la dénomination d'un flux physique dans telle ou telle monnaie. Il y a des effets secondaires, je ne veux pas les nier. Mais la force principale d'une économie vient de ce que nous produisons. Avec quelle technologie, avec quelle main-d'œuvre qualifiée. Ce sont des investissements à long terme. Cela découle d'investissements à long terme. Dans ce modèle, l'ego est traité comme une infrastructure stratégique et obtient, d'une façon ou d'une autre, la priorité budgétaire. C'est là que tout ce qui touche à Trump devient un désastre pour le peuple américain, parce que nous ne faisons aucun investissement à long terme dans notre pays. Tout n'est que gadget à très court terme. Qu'il s'agisse de nous prendre 150 milliards de dollars dans nos poches avec ces tarifs illégaux, ou de cette guerre que quelqu'un a eu raison d'appeler non pas une guerre de choix, mais une guerre de caprice, rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec le bien, être économique. Alors que c'est précisément pour cela qu'il était censé avoir été appuyé par ses électeurs, afin d'améliorer leur niveau de vie
Rien de tout cela ne va aider. Cela dépendrait du fait que nous n'ayons pas des routes brisées et des aéroports qui ne fonctionnent plus, ainsi qu'un gouvernement qui ferme la moitié du temps et un effondrement de notre infrastructure physique partout au pays. C'est cela, son travail, pas de lancer des guerres de caprice susceptibles de faire basculer l'économie mondiale entière. Le discours de vente promettait de la force à la maison et a livré un autre spectacle itinérant à l'étranger. Cette explication mène directement à quelques autres petites phrases qui ne font que renforcer l'idée de la rapidité avec laquelle il ment. Le journaliste demande « Nous n'avons pas cela sur bande, mais j'ai la transcription. Si la guerre se termine comme vous l'affirmez, avez-vous encore besoin de 200 milliards ? Oh, c'est toujours agréable. » C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.